Je suis heureuse de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'à la fin et commentez la ville d'où vous regardez. À 14h27, quand j'ai ouvert la porte de la maison de ma mère, une bouffée de froid m'a frappé comme un mur. Aucune lumière, le chauffage éteint. Et maman, Madeleine, assise dans l'obscurité, enveloppée dans 3 couches de laine, les doigts tremblants. Je déposais les sacs de course, le cœur serré. Ses joues étaient creusées, ses vêtements trop larges. Et dans la cuisine, le frigo affichait un cadenas brillant comme une provocation. « Maman, pourquoi tu n'as rien mangé ?» chuchotai-je. Elle détourna les yeux, honteuse. Puis, des pas secs résonnèrent derrière moi. Clara entra, parfaitement maquillée, les bras croisés, un sourire suffisant aux lèvres. « Tu veux savoir pourquoi elle n'a pas de nourriture ?» dit-elle. Elle se pencha vers moi, comme pour savourer chaque mot. Parce que je contrôle chaque dollar de sa pension. Les 8 000 $ qu'elle reçoit chaque mois, c'est moi qui les gère. Et crois-moi, elle gaspillerait tout sans moi. Je clignais des yeux, stupéfaite. Tu utilises les 8 000 $ de ma mère pour la laisser mourir de froid ?» Clara haussa les épaules. « Elle vit ici gratuitement, c'est normal que son argent compense. » À cet instant, quelque chose en moi s'est brisé net. Je retirai mes gants, posai mon sac et une seule pensée me traversa l'esprit, ça suffit. Ma mère grelottait dans une maison glaciale, un frigo vide, une pension de 8 000 $ que Clara utilisait à sa place. Je ne le savais pas encore, mais ce jour-là, tout a basculé. Avant de vous dévoiler ma vengeance surprenante, vous pouvez vous abonner à la chaîne et aimer la vidéo pour m'inspirer pour les prochaines vidéos. Je m'appelle Madeleine Dupré, j'ai 69 ans et pendant 32 ans, j'ai travaillé comme trésorière dans une petite entreprise de transport à Lyon. On disait souvent que j'avais une mémoire de fer et des mains précises. J'ai géré des comptes pendant toute ma vie, chaque centime, chaque facture, chaque système d'archivage. Personne ne m'a jamais accusé d'erreur, jamais. Puis mon mari est parti un matin pour une simple prise de sang. Et il n'est jamais revenu. Un arrêt cardiaque brutal. J'étais veuve du jour au lendemain. Après sa mort, la maison est devenue trop grande pour moi, trop silencieuse. Trop pleine de souvenirs que je n'arrivais pas à toucher. Julien, mon fils, m'a proposé de venir vivre chez lui pendant quelques mois, le temps de me remettre. Je sais encore entendre sa voix. « Maman, ce sera plus simple, Clara s'en occupera très bien. » Clara. Je ne la connaissais pas encore vraiment. Elle était polie, attentive en apparence, toujours avec ce sourire très contrôlé. Elle m'avait dit « Ne vous inquiétez pas, Madeleine, ici vous serez bien. Je vais vous aider avec tout ce qui devient fatigant. Les papiers, les paiements, l'administratif, je m'en charge. » À ce moment-là, c'était presque rassurant. J'étais épuisée par le deuil, incapable de réfléchir clairement. Alors, j'ai accepté. Et au début, tout semblait normal. Elle préparait parfois le dîner, organisait les placards, me demandait si j'avais besoin de quelque chose. Puis, discrètement, elle a commencé à garder mes clés pour éviter que je les perde. Un soir, j'ai vu mon téléphone posé ailleurs que là où je l'avais laissé. « Je l'ai juste ramassé par terre, Madeleine », avait-elle dit en souriant. J'ai commencé à sentir une petite tension dans l'air, comme un fil invisible qui se resserrait. Julien, lui, travaillait beaucoup. Il partait tôt, rentrait tard et pensait sincèrement que sa femme me rendait service. Je ne voulais pas être un poids, ni pour lui, ni pour Élise, ma fille. C'est ma plus grande faiblesse, je crois, cette peur vieille comme le monde de gêner les autres. Clara l'a compris avant tout le monde. Un jour, elle m'a dit devant Julien « Ta mère est dépassée par les factures, je vais m'occuper de tout, ça sera plus simple. » Julien avait hoché la tête sans réfléchir. Moi, j'étais trop fatiguée pour protester, trop triste pour voir clair. À partir de ce moment-là, j'ai cessé de recevoir mes relevés. Le courrier passait directement par elle. La boîte mail est devenue inaccessible car elle avait dû réinitialiser le mot de passe. Elle gardait même la clé de la pièce où étaient mes documents personnels, prétendant que c'était pour les garder en sécurité. J'aurais dû comprendre, j'aurais dû réagir, mais quand on est veuve, quand on a perdu la moitié de son monde, on devient fragile. On veut croire que les autres ne nous feront pas de mal. Puis, les petites humiliations sont arrivées. Pas des cris, non, Clara ne criait jamais.
plutôt des phrases glissées comme du poison sucré. Madeleine oublie beaucoup de choses, tu sais. Laisse-moi gérer, c'est mieux pour elle. Ce serait dangereux qu'elle manipule encore des papiers officiels. Julien ne voyait rien. Élise, ma fille, vivait dans une autre ville et pensait sincèrement que je me reposais. Je lui disais toujours que tout allait bien. Je croyais qu'un jour ce serait vrai. Les mois ont passé et Clara a pris toute la place, dans la maison, dans mes papiers, dans mon quotidien. Et chaque soir, quand j'éteignais la lumière de la petite chambre qu'elle m'avait assignée, je me répétais « Je ne veux pas être un poids, je ne veux déranger personne ». Je ne savais pas encore que cette phrase allait presque me détruire. La première humiliation n'est pas arrivée comme un coup de tonnerre, non. Elle est venue doucement, comme une porte qui se referme 1 millimètre par jour jusqu'à ce que l'on ne voit plus la lumière du tout. Ce matin-là, je m'étais réveillée plus tôt que d'habitude. Le froid de la petite chambre m'avait tiré du sommeil, un froid sec, presque métallique, qui m'obligeait à respirer lentement pour ne pas tousser. Je me suis levée avec prudence, en posant les pieds sur le parquet glacé, et je suis descendue à la cuisine pour me faire une tasse de thé. Quand j'ai tiré la poignée du frigo, elle n'a pas bougé. Un cadenas argenté brillait au niveau de la porte, fixé avec une bande métallique propre et neuve. J'ai d'abord cru rêver. Je l'ai tiré encore une fois, plus fort. Rien. « Clara ?» ai-je appelé, la voix tremblante. « Le frigo est fermé ?» Elle est arrivée quelques secondes plus tard, un torchon sur l'épaule et ce sourire fin que j'avais appris à craindre. « Oui, Madeleine, j'ai dû mettre un cadenas. Tu comprends, il faut que quelqu'un régule les dépenses. » Elle a tapoté le cadenas du bout du doigt. « L'électricité coûte cher, la nourriture aussi, et tu ouvres trop souvent le frigo inutilement. » J'avais envie de répondre, mais les mots restaient coincés dans ma gorge. À 69 ans, je me retrouvais comme une enfant prise en faute. « Si tu as faim, demande-moi, je te servirai ce qu'il faut. » Elle disait « ce qu'il faut » comme si j'étais une charge à rationner, une dépense à calculer. Et je l'ai laissé partir, parce que je n'avais pas la force de contredire qui que ce soit. Le deuil vous brise d'une manière étrange. Vous devenez transparent. Plus tard dans la journée, en essayant de réchauffer un peu la maison, j'ai tourné le bouton du chauffage. Rien ne s'est passé. J'ai vérifié. Le thermostat affichait 15 degrés. Impossible de monter la température. Clara est réapparue derrière moi, les bras croisés. « Madeleine, tu ne dois pas toucher à ça. Le chauffage coûte une fortune. Et tu passes tes journées assises. Tu n'as pas besoin de 22 degrés. Garde ton pull, ça suffit. » J'ai senti une brûlure derrière les yeux, cette humiliation silencieuse qui vous serre la poitrine. J'ai murmuré un « d'accord » presque inaudible, et elle est repartie comme si de rien n'était. Pourtant, ce n'était que le début. 2 jours plus tard, j'ai voulu téléphoner à une vieille amie, Colette. Cela faisait longtemps que je n'avais pas entendu sa voix, et la solitude me pesait. J'ai pris mon portable dans ma chambre, je l'ai allumé, et j'ai commencé à composer son numéro. Clara est entrée sans frapper. Elle a arraché le téléphone de ma main, littéralement. « Que fais-tu » ? Je voulais juste parler à Colette. « Encore ? Tu vas dépenser ton forfait pour bavarder ?» dit-elle d'un ton sec. « Tu n'as pas besoin d'appel privé en journée. Si c'est important, on le fera depuis le fixe. » Elle a glissé mon téléphone dans sa poche, comme si c'était le sien, puis elle a refermé la porte derrière elle. Je suis restée debout, les bras pendant le long du corps, figée, incapable de comprendre comment une femme que je connaissais à peine s'était octroyé autant de pouvoir sur moi. Julien, mon fils, est entré 5 minutes plus tard. « Tout va bien, maman ?» Je l'ai regardé, les yeux encore humides. « Oui, ça va. » J'ai menti, parce que je savais déjà ce qui se passerait si je lui disais la vérité. Il défendrait Clara, encore et encore, comme il l'avait toujours faite. Julien était un homme bon, mais aveuglé. Et Clara le savait. Le soir même, alors que je rangeais la table, un petit détail attira mon regard. Un enveloppe bancaire dépassait légèrement du tiroir à couvert, comme si quelqu'un l'avait glissé là en vitesse. Je m'en suis approchée. Avant même que je puisse tendre la main, Clara est arrivée derrière moi et a claqué le tiroir. « Ça, ce n'est pas pour toi. Ce sont les documents de la maison. Je t'ai déjà dit que je gérais tout ce qui concerne les finances. » Elle parlait comme si j'étais incapable de lire un relevé bancaire, moi qui avais été trésorière 32 ans. Cette fois-là, j'ai senti une fissure, minuscule mais réelle, dans mon silence habituel.
Un matin, en descendant l'escalier, je l'ai entendue parler au téléphone dans la cuisine. Elle croyait être seule. Oui, le virement arrive dans 2 semaines. 8 000 $. Tu m'entends? 8 000. Ne t'inquiète pas, c'est sous contrôle. Elle n'a rien remarqué. J'ai senti mes jambes se dérober. Elle parlait de ma pension, mon argent, celui pour lequel moi et mon mari avions travaillé toute une vie. Je me suis agrippée à la rampe de l'escalier pour ne pas tomber. Chaque mot me plantait une aiguille dans la peau. Elle n'a jamais su que j'étais là à écouter. Elle raccrocha rapidement et rangea quelque chose dans le tiroir à nouveau, sans voir que la porte du salon était entr'ouverte. Cette nuit-là, j'ai pleuré sans bruit, pas seulement de peur ou de tristesse, mais de honte, honte d'être devenue invisible dans ma propre vie. Honte d'être traitée comme une enfant incapable, honte de laisser une étrangère décider à ma place. Et une pensée m'a traversée comme un éclair froid. Si je continue à me taire, je vais disparaître. C'est ce soir-là que j'ai compris, pour la première fois, le silence allait me tuer. Le lendemain de cette humiliation silencieuse, Élise est arrivée chez moi plus tôt que prévu. Elle avait ce regard que je lui connaissais depuis l'enfance, un mélange de douceur et de détermination froide. « Maman, prends ton manteau, on sort. » Je n'ai pas posé de questions. Je crois qu'une partie de moi espérait qu'elle verrait enfin ce que je vivais, sans que je doive le dire. Et elle l'a vu. Elle a vu le cadenas sur le frigo, le thermostat bloqué à 15 degrés Celsius, mes mains tremblantes quand j'essayais d'attacher mes boutons. Elle n'a rien dit, mais son silence était plus lourd que n'importe quel cri. En passant dans la cuisine, Élise a sorti son téléphone et a commencé à filmer, méthodiquement. Le cadenas, le frigo vide, le thermomètre collé près de la fenêtre indiquant 12 degrés Celsius à l'intérieur, les 3 couches de pull que je portais. Elle n'avait pas besoin de scénariser. La réalité suffisait. La première étape de son plan secret a commencé dans le parking glacé du centre hospitalier Saint-Pierre. Je veux que quelqu'un de neutre confirme ton état, maman. À l'hôpital, après 1 heure d'attente dans une salle saturée d'odeurs de désinfectant, un jeune médecin m'a reçu. Élise avait gardé sa posture professionnelle, mais je sentais sous la table ses doigts trembler de colère. Le médecin m'a pesé, m'a posé quelques questions, puis a froncé les sourcils devant l'écran. « Vous avez perdu 14 kilos depuis votre dernier passage, Madame Dupré. » Sa voix était calme, mais son regard disait autre chose, de l'inquiétude, peut-être même de l'alarme. Élise s'est tournée vers moi, abasourdie. « 14 kilos, maman, pourquoi tu ne m'as rien dit ?» J'ai baissé les yeux. Je ne voulais pas déranger. Le médecin a pris des notes, a vérifié ma tension, puis a insisté. « Vous êtes sous-alimenté, et la température de votre maison, ce n'est pas normal. Vous vivez seule ?» Élise a répondu à ma place. « Non, elle vit avec mon frère et ma belle-sœur, et je soupçonne que quelque chose ne va pas. » Le visage du médecin s'est assombri. « Je vais demander à l'assistante sociale de l'hôpital de venir discuter avec vous. » 20 minutes plus tard, une femme en gilet bleu marine, badge service social Mme Lemoine, s'est assise devant nous. Elle avait une voix douce, mais très directe, comme quelqu'un qui a vu trop de situations semblables. « Votre fille m'a expliqué les grandes lignes. Pouvez-vous me dire, de votre voix à vous, ce qui se passe à la maison ?» J'ai ouvert la bouche, puis je l'ai refermée. Je n'arrivais pas à parler. La honte, la fatigue, la peur de créer un conflit. Tout formait un nœud serré dans ma gorge. Élise a posé sa main sur la mienne. « Maman, dis-lui, s'il te plaît. » Alors, les mots sont sortis, par petits morceaux au début. Le frigo fermé, le chauffage interdit, mon téléphone confisqué, la pension de 8 000 $ gérée à ma place. Puis, tout est devenu plus fluide, plus douloureux. J'ai parlé du tiroir fermé, des papiers que Clara ne me montrait plus, de la sensation d'être devenue une intruse dans ma propre vie. Mme Lemoine notait, hochant la tête régulièrement. « Ce que vous décrivez, Madame Dupré, ce sont des signaux d'abus financiers et de négligence domestique. » Elle a marqué une pause. « Je vais rédiger un rapport et vous devrez absolument garder des preuves. » Élise a serré maman encore plus fort. « On les aura, les preuves, je vous le promets. » Sur le chemin du retour, Élise s'est arrêtée devant une benne à ordures. « Attends-moi ici 1 minute. » Je ne comprenais pas. Elle a soulevé le couvercle, a fouillé à l'intérieur avec des gants, puis a sorti un petit tas de papier chiffonné. Quand elle est revenue, ses yeux lançaient des éclairs. « Maman, tu sais ce que c'est ?»
Elle a sorti une feuille, une facture de restaurant, 248 €. Puis une autre, une séance de spa, 390 €. Puis un ticket d'achat signé Clara M pour un sac de luxe à 3200 €. Toutes datées du même jour où Clara m'avait expliqué qu'il n'y avait pas de budget pour acheter du poisson. Élise respirait fort. C'est fini, fini, on passe à l'étape suivante. Cette étape suivante, je ne l'ai comprise qu'1 heure plus tard, assise face à un employé du Crédit Mutuel. Élise avait préparé tous les documents. Ma carte d'identité, des preuves de ma pension, un formulaire de procuration annulé et un petit dossier qu'elle avait elle-même imprimé. Nous souhaitons ouvrir un compte au nom exclusif de ma mère, avec accès sécurisé, sans possibilité de gestion par un tiers, a-t-elle déclaré. Le banquier a hoché la tête, puis m'a tendu un stylo. J'ai signé. Mes mains tremblaient. Je venais de faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. Reprendre une parcelle de contrôle sur ma vie. Élise a ensuite demandé « Est-ce possible de rediriger une partie de sa pension ici ? Pas tout de suite, juste un pourcentage, quelque chose que personne ne remarquerait, pour l'instant. » Le banquier a répondu « Bien sûr, je peux faire ça dès aujourd'hui. » Alors j'ai signé un deuxième document. Et quand je suis sortie de la banque, l'air était toujours froid. Mais pour la première fois depuis longtemps, je respirais mieux. Je ne savais pas encore jusqu'où tout cela irait. Mais ce jour-là, le plan secret venait de commencer. Élise n'a pas attendu 1 minute de plus après la visite à la banque. D'un ton calme mais ferme, elle m'a dit « Maman, tu viens dormir chez moi ce soir. Pas de discussion. » Je n'avais pas la force d'argumenter. J'étais gelée, épuisée, vidée. Alors j'ai acquiescé et elle m'a aidée à enfiler mon manteau. Elle a pris seulement un petit sac, quelques vêtements, mes médicaments et mon carnet de santé. Le reste, on le récupérera plus tard, a-t-elle murmuré. Nous avons quitté la maison en silence, comme si nous fuyions un endroit dangereux. Lorsque je suis entrée dans l'appartement d'Élise, la différence m'a frappée de plein fouet. Il faisait 22 degrés, une chaleur douce, enveloppante, presque douloureuse tellement j'en avais été privée. Le salon sentait le savon de Marseille, la cire d'abeille et un léger parfum de vanille. Élise m'a fait asseoir dans son canapé, m'a enveloppée d'un plaid épais, puis est allée directement en cuisine. Quelques minutes plus tard, elle est revenue avec un bol de soupe chaude, fumante, et 2 tranches de pain. Rien de compliqué, rien de luxueux, mais mes mains tremblaient tellement que j'ai dû les poser sur mes genoux avant de manger. Je n'avais pas senti le goût d'un vrai repas depuis des semaines. La première cuillerée a brûlé ma langue, mais je me suis forcée à manger lentement comme elle me l'avait demandé. « Tu vois ?» dit-elle en souriant doucement. « On va te remettre sur pied, une cuillerée à la fois. » Je n'ai rien répondu. Mes yeux se sont embués. Pas seulement à cause de la soupe chaude, mais parce que je n'avais plus l'habitude qu'on me traite comme une personne. Le lendemain matin, Élise s'est levée tôt pour préparer le petit déjeuner. Quand elle est revenue dans le salon, elle m'a trouvée encore réveillée, assise sur le canapé, incapable de dormir dans un lit trop chaud et trop confortable. Mon corps ne savait plus comment réagir. Elle s'est assise à côté de moi. « Maman, je vais devoir parler avec Julien aujourd'hui, mais pas maintenant. Pour l'instant, on doit anticiper ce qui va se passer. » J'ai hoché la tête. Je savais que le transfert partiel de ma pension finirait par alerter Clara. Et je n'avais pas tort. À 10h41, le téléphone d'Élise a vibré. Elle a regardé l'écran, puis me l'a montré. « Clara, 12 appels manqués. » Puis un message vocal est arrivé. Elle l'a écouté, puis a posé le téléphone avec une lenteur presque glaciale. Elle hurle, maman. Elle dit que l'argent n'est pas arrivé sur leur compte. Elle dit que tu lui as caché quelque chose. Mon cœur s'est serré. « Et Julien ?» demandai-je faiblement. Élise a soupiré. « Il ne comprend rien. Clara lui a dit que tu étais en train de saboter les finances de la maison. » Je me suis sentie à nouveau minuscule, inutile, prise au piège entre mon fils et ma belle-fille. Mais Élise ne m'a pas laissé m'effondrer. « Non, maman, pas cette fois. Tu n'as rien saboté. Tu as récupéré ce qui t'appartient. » Elle a posé sa main sur la mienne, un geste simple, mais qui m'a redonné un souffle de courage. Vers midi, Clara a commencé à envoyer des messages directement sur mon vieux portable, que j'avais enfin récupéré. « Rappelle-moi immédiatement. Tu n'avais pas le droit. Tu vas le regretter.
C'est moi qui gère ton argent, c'est notre arrangement. Chaque message porta un coup de plus à mon estomac. Élise les lisait à côté de moi, les mâchoires serrées. Parfait, qu'elle continue, toutes ces preuves serviront plus tard. Elle a pris des captures d'écran, les a enregistrées dans un dossier intitulé « Clara, abus financier ». Elle agissait avec une précision presque clinique, la même que j'avais autrefois dans mon travail. On ne va pas répondre pour l'instant, maman, on observe, on documente. En fin d'après-midi, un événement anodin, en apparence, a tout changé. Pendant que nous regardions un reportage, mon téléphone s'est allumé. Une petite icône rouge, un email. J'ai mis quelques secondes à comprendre ce que je voyais à l'écran. Alerte sécurité, activité inhabituelle sur votre compte. Banque nationale, compte principal. Mes mains se sont glacées. Clara, je savais qu'elle avait remarqué la baisse du montant transféré sur son compte. Élise a pris le téléphone, a lu l'email, puis a levé les yeux vers moi. Maman, elle essaie probablement d'accéder à quelque chose, de modifier un paramètre, peut-être même de fermer ton compte ou de bloquer certaines opérations. J'ai senti une vague de panique monter en moi. Élise, qu'est-ce qu'on doit faire ? Elle m'a regardée et dans ses yeux, j'ai vu cette même détermination glaciale que j'avais aperçue devant le frigo verrouillé. Ce qu'on doit faire ? Elle a pris mon téléphone, l'a placé sur la table. On enclenche la deuxième phase. Et tu vas me faire confiance entièrement. Puis elle a ajouté, d'une voix froide, « Cette fois, maman, c'est nous qui allons prendre le contrôle. » Et juste avant que la scène ne se termine, un dernier message est apparu sur mon écran. « Appelle-moi ou j'appelle les autorités. Clara. » Élise a souri, un sourire sans chaleur. « Très bien, Clara, commençons. » Les heures qui ont suivi l'ouverture de mon nouveau compte ont été à la fois silencieuses et terrifiantes. Comme si l'air lui-même retenait son souffle. Le premier assaut est arrivé à 17h12 exactement. Le téléphone d'Élise a vibré 3 fois d'affilée. Elle a regardé l'écran, haussé un sourcil, puis m'a tendu l'appareil sans un mot. C'étaient 3 messages de Clara. Le premier disait « Tu crois pouvoir faire ça dans mon dos ? Ta mère m'a donné la responsabilité de tout. Tu n'as aucun droit d'intervenir. » Le deuxième « Si elle a transféré cet argent, c'est parce qu'elle n'est plus capable de gérer ses affaires. Je peux le prouver. » Le troisième, plus long, « Dis-lui de rentrer immédiatement. Si elle refuse, je vais devoir signaler son incapacité. » Julien est d'accord avec moi. Chaque mot était un poison soigneusement dosé. Accusation, manipulation, menace. Élise les a lus lentement, en silence. Puis elle a soufflé, très calmement, comme pour empêcher sa colère d'exploser. « Bien, on a ce qu'il nous faut, continuons. » Mais moi, je sentais mes mains trembler. Clara qui parlait de signaler mon incapacité, moi qui avais passé une vie entière à gérer des comptes, des budgets, des dossiers d'entreprise. Clara qui prétendait avoir ma confiance. Clara qui s'appropriait ma pension de 8 000 $ et me laissait mourir de froid. J'ai senti une boule monter dans ma gorge. Je ne pouvais même pas répondre. Une partie de moi se sentait encore coupable. Ridicule, mais réel. À 17h46, téléphone fixe d'Élise. Un numéro que je connaissais par cœur. Julien. Elle a hésité une seconde avant de décrocher. « Oui, Julien ?» Je ne pouvais entendre que sa voix étouffée au loin, mais je reconnaissais son ton. Celui qu'il utilisait quand Clara avait réussi à lui retourner la tête. « Non, elle est ici avec moi », répondit Élise, de plus en plus froide. « Oui, je sais que Clara t'a dit ça. » Puis soudain, elle s'est levée brusquement, a marché vers la fenêtre, presque pour contenir l'explosion. « Julien, arrête, écoute-moi. Ce n'est pas maman qui met la maison en danger, c'est ta femme. » Elle marqua une pause. « Oui, je sais ce qu'elle t'a raconté. Mais dis-moi, Julien, quand as-tu vu le frigo de maman? Quand as-tu regardé la température chez vous? Quand l'as-tu vu manger pour la dernière fois? » Silence, un long silence. Puis Élise a serré la mâchoire. « Je vois, tu préfères la croire. Très bien, on reparlera quand tu voudras entendre la vérité. » Elle a raccroché, les lèvres tremblantes. « Il ne voit rien, absolument rien, » murmura-t-elle en se laissant tomber à côté de moi.
J'aurais voulu lui dire quelque chose qui apaise, mais je n'avais plus d'énergie pour mentir, ni pour minimiser ce qu'on me faisait subir. À 18h23, c'est l'hôpital qui a appelé. Élise a mis le haut-parleur. Madame Dupré, c'est le docteur Lavigne. J'ai reçu vos analyses. Je devais vous rappeler plus tôt, mais j'étais en consultation. J'ai senti mon cœur ralentir. Votre état nutritionnel est préoccupant. Vous êtes à un stade avancé de malnutrition, madame. Une semaine de plus comme ça, et on vous admettait d'urgence. Le silence a envahi la pièce. Élise a fermé les yeux. Moi, je regardais mes mains. Des mains qui avaient tenu des registres, élevé 2 enfants, accompagné un mari jusqu'à son dernier souffle, et qui maintenant tremblaient comme celles d'une vieille poupée abandonnée. « Est-ce que vous êtes en sécurité là où vous êtes ?» demanda le médecin. Élise a répondu immédiatement. « Oui, elle est chez moi maintenant, je m'en occupe. » Le médecin a hoché la tête derrière le téléphone. « Très bien, mais surveillez-la. Si elle devient faible ou désorientée, apportez-la sans attendre. » Le coup de fil s'est terminé. Et moi, pour la première fois, j'ai eu peur. Pas de Clara, pas de l'argent, mais de ce que mon corps avait enduré en silence. Vers 19h40, alors que le jour tombait, un dernier message de Clara a détruit le peu de calme qu'il me restait. « Tu crois pouvoir t'échapper ? On verra ce que dira la banque, ce que dira Julien, ce que dira la police quand je leur montrerai ton état mental. » J'ai senti mes jambes lâcher. Je me suis assise sans un mot. Élise a lu le message, puis a posé son téléphone, très lentement, comme si le moindre geste brusque allait faire exploser quelque chose en elle. Elle s'est tournée vers moi. « Maman, c'est fini, fini, elle est allée trop loin. » Ses yeux étaient humides, mais son regard brûlait d'une conviction nouvelle. Elle s'est levée, a fermé les rideaux, puis a dit d'une voix que je n'avais jamais entendue chez elle. « On passe à la suite. Je te promets que tout ça va s'arrêter. Mais à partir de maintenant, tu dois me faire confiance, entièrement. » Ses mains ont encerclé les miennes, glacées. « Je suis là, maman, je t'ai. » Et ce soir-là, dans l'appartement chaleureux de ma fille, entouré de silence et de peur, quelque chose s'est allumé en moi. Un fil, un souffle, un début de résistance, un désir de survivre. Et quand je me suis couchée le lendemain, je n'étais plus la même. Le lendemain matin, Élise m'a réveillée avec une tasse de thé fumant et un regard lourd de décisions prises dans la nuit. « Maman, habille-toi, on va voir quelqu'un aujourd'hui. » Quelqu'un ? Une experte, une vraie. Et crois-moi, après ce qu'elle va nous montrer, plus rien ne sera comme avant. À 10 heures précises, nous sommes entrés dans un petit bureau situé au 3e étage d'un immeuble administratif, à 2 pas de la préfecture. Sur la porte, Nadia Benali, analyste financière, expertise forensique. Une femme d'une 40aine d'années nous accueillit. Tailleur sombre, lunettes fines, regard précis comme une aiguille. Elle serra la main d'Élise, puis la mienne, avec une douceur étonnante. « Installez-vous. Élise m'a déjà briefé hier soir. J'ai commencé à examiner les relevés que vous m'avez envoyés. Et… » Elle posa un dossier bleu marine sur la table. « Je vais être honnête, ce que j'ai trouvé n'est pas normal, pas du tout. » Un frisson glacé me parcourut. Elle ouvrit le dossier. Des centaines de lignes imprimées, des tableaux, des graphiques, tous retraçaient mes transactions, sauf que ce n'étaient pas mes dépenses. « Regardez ici. » Elle pointa une ligne surlignée en jaune. Achat d'un sac de luxe, 3 980 €. Puis, séance de spa, 620 €. Page suivante. Réservation pour un voyage en Italie. Billet d'avion, hôtel 4 étoiles, restaurant, total 9 240 €. Une vague de chaleur monta dans mes joues. Je n'avais jamais mis les pieds dans un spa, je n'avais jamais acheté un sac à plus de 50 € et encore moins voyagé en Italie. Mais comment ? Nadia croisa les mains. « Madame Dupré, vous n'êtes pas la seule titulaire sur votre carte bancaire. » Elle tourna un document vers moi. « Il existe une carte secondaire émise automatiquement sur demande il y a exactement 20 mois, au nom de Clara Morel. » J'ai senti mon cœur se contracter. Elle a demandé une carte sans votre signature ? Pas sans signature, répondit Nadia, les yeux brillants d'un sérieux que je n'oublierai jamais. Avec une signature, mais pas la vôtre. Mes mains se crispèrent sur mes genoux. Vous êtes en train de dire que ma belle-fille a falsifié ma signature ? Nadia hocha la tête.
Les courbes, les angles, la pression du stylo, rien ne correspond à vos écritures légales. Élise, silencieuse jusque-là, murmura entre ses dents. « Je le savais !» Nadia ne s'arrêta pas là. Elle ouvrit son ordinateur portable, projeta un fichier sur l'écran face à nous. Et ce n'est pas le pire. Regardez ceci. Le fichier s'appelait « Projection héritage 2026 mdupret.xlsx ». J'ai senti l'air disparaître autour de moi. Élise s'est figée. Nadia cliqua. Un tableau apparut. Colonnes bien rangées, couleurs pastel, titres explicites. Âge actuel 69. Scénario 1, décès à 70 ans. Scénario 2, décès à 71 ans. Scénario 3, décès à 75 ans. Montant estimé d'héritage par année. Coûts non essentiels à réduire. Alimentation, médicaments, chauffage. Au-dessus de tout cela, en surbrillance jaune, âge optimal 71. Je n'arrivais plus à respirer. C'était comme regarder ma vie, mes années restantes, devenues des chiffres, des calculs, des colonnes alignées sur un tableur où chaque ligne portait mon nom. Elle prévoit. Les mots refusaient de sortir. Nadia poursuivit, d'une voix ferme mais pleine d'empathie. Ce fichier a été créé sur l'ordinateur familial. Identifiant utilisateur Clara M. Date de création, il y a 2 ans. Elle a mis à jour le document 9 fois. Élise s'est levée brusquement, faisant grincer sa chaise. 2 ans? 2 ans qu'elle calcule combien de temps ma mère doit vivre pour maximiser son héritage? J'ai posé une main tremblante sur la table. J'essayais de comprendre, de trouver une justification, d'imaginer une erreur. Mais il n'y avait pas d'erreur. Je n'étais pas un membre de la famille. J'étais une ligne budgétaire, un paramètre, une donnée à optimiser. Une larme a roulé sur ma joue sans que je m'en rende compte. Je ne pensais pas que quelqu'un pouvait envisager ça, ai-je chuchoté. Nadia ferma doucement le fichier. « Madame Dupret, je vais tout rassembler dans un rapport complet. Transactions détaillées, signatures falsifiées, preuves de carte secondaire, fichier Excel, historique d'accès, date de modification. » Elle tapota le dossier. « Ce que vous avez ici n'est pas une simple négligence, c'est une manipulation financière systématique, ciblée, réfléchie. » Élise se rapprocha de moi. Elle serra ma main, mais cette fois, je sentais sa main aussi trembler. « Maman, maintenant, on a les preuves, toutes les preuves. » Je n'ai rien dit. Mon esprit résonnait encore avec une seule image, la ligne « âge optimal 61 ». Comme si ma vie n'était qu'un calendrier que Clara pouvait tourner à sa guise. Nadia prit une grande inspiration. « Je vais vous dire quelque chose, Madeleine. Ce fichier n'est pas votre fin, c'est votre arme. » Je les regardais, perdue. Elle sourit légèrement. « Vous n'êtes plus celle, et ce qu'elle vous a fait va maintenant se retourner contre elle. » Je me suis levée lentement, et quelque chose en moi s'est redressé aussi, quelque chose que Clara avait voulu briser sans y parvenir. Quand nous sommes sortis du bureau, le vent froid m'a frappé au visage. Mais cette fois, je ne l'ai pas senti comme une menace. C'était un réveil, un rappel, une seconde vie. Je me suis tournée vers Élise. « On continue ?» Elle m'a pris dans ses bras. « Oui, maman, maintenant, on continue. » Et dans mon cœur, une phrase s'est installée, solide, inébranlable. Ce n'était pas une vengeance, c'était la justice. L'air dans le bureau de maître Laurent Vidal était plus froid que dehors, pas froid de température, froid de tension. Le genre de froid qui s'installe quand la vérité, longtemps étouffée, se prépare à exploser. La pièce elle-même était petite, une table en bois massif, 4 chaises, une étagère remplie de codes civils, une fenêtre donnant sur le boulevard. Rien de superflu. Rien pour distraire le regard. Élise était assise à ma droite, Nadia Benali à ma gauche, son dossier bleu serré contre elle. Maître Vidal nous faisait face, calme, méthodique, presque clinique. Puis la porte s'est ouverte. Clara entra la première, talons claquants, parfum lourd, menton haut. Julien la suivait, les mains dans les poches, les épaules tendues, comme s'il pressentait que quelque chose allait se briser. Clara nous a scannés. Son sourire n'était pas un sourire, c'était une barrière.
Je veux comprendre pourquoi je suis convoquée ici. Je n'ai rien fait de mal. Maître Vidal joignit les mains. Nous allons clarifier cela ensemble. Veuillez vous asseoir. Clara laissa tomber son sac sur la table, s'assit avec un soupir agacé. Bien, allez-y. Julien, lui, n'osait pas me regarder. Maître Vidal commença, d'un ton posé. Madame Morel, nous avons réuni aujourd'hui des documents concernant la gestion financière de Madame Duprey. Clara éclata d'un rire sec. Encore ces histoires. Elle n'est pas capable de gérer ses comptes. J'ai tout fait pour l'aider. Sans moi, elle se serait mise en danger. Élise bondit presque de sa chaise. Mais Maître Vidal leva une main. Restons calmes, nous allons procéder par étapes. Il ouvrit un dossier, en sortit une feuille, me regarda un instant, puis la posa devant Clara. Premièrement, les résultats du test cognitif de Madame Duprey. Clara eut un léger tressaillement. Test cognitif ? Oui, un examen complet passé la semaine dernière. Résultat, fonctionnement cognitif optimal pour son âge. Aucun signe de confusion, aucun trouble de mémoire. Il appuya chaque mot. Clara cligna des yeux. Ce test peut être truqué. Julien se tourna vers elle, surpris. Clara, enfin. Elle l'ignora. Maître Vidal continuait, imperturbable. Deuxièmement, il fit signe à Nadia. Elle ouvrit lentement son dossier, sortit une pile de feuilles reliées. Voici les relevés bancaires des 20 derniers mois. Chaque transaction, chaque retrait, chaque achat. Elle tapa sur la première page. Et voici la mention d'une carte secondaire émise au nom de Clara Morel. Julien sursauta. Une carte secondaire ? Clara ? Mais tu m'avais dit. Julien, taise-toi. La voix de Clara trancha l'air comme un couteau. Nadia réprit, impassible. Cette carte a servi pour l'achat d'articles de luxe, des voyages, des restaurants très coûteux. Elle posa ensuite une grande feuille imprimée, un tableau, celui qui m'avait glacé le sang. Projection héritage 2026, mduprey.xlsx. Le silence fut total. Nadia détailla d'une voix nette, presque chirurgicale. Ce fichier contient des scénarios de décès, des calculs d'héritage annuels, des postes de dépenses à réduire, nourriture, médicaments, chauffage, et la mention « âge optimal 71 ». Julien pâlit. « Clara, c'est quoi ça ?» Elle redressa le menton, tenta un sourire crispé. « C'est juste une simulation pour anticiper les dépenses de la maison, rien de plus. » Maître Vidal referma son dossier, se pencha vers elle. « Une simulation contenant des hypothèses de décès de votre belle-mère, avec son nom, son âge, ses dépenses vitales réduites intentionnellement. » Clara se tortilla sur sa chaise. « Vous interprétez mal, je voulais juste organiser les finances. » Élise explosa enfin. « Organiser, tu l'as laissé crever de froid pendant que tu dépensais sa pension de 8 000 $ pour des hôtels et du champagne. » Je l'avais rarement vue aussi blessée. Ses mains tremblaient tant qu'elle dut les poser sur ses genoux. Clara répliqua sèchement. « Elle vit chez nous, gratuitement, cet argent qu'on pense, et puis elle oublie plein de choses, elle n'est plus !» Maître Vidal tapa du bout des doigts sur la table. Le son claqua, sec, tranchant. Toute la pièce se figea. Sa voix tomba, calme mais implacable. « Soit vous admettez tout, soit vous perdez tout. » Une phrase simple, une lame. Julien rouvrit la bouche, aucun son n'en sortit. Clara, elle, blêmit. Pour la première fois depuis que je la connaissais, elle semblait réellement perdre pied. « Je n'ai rien signé !» cria-t-elle soudain hors d'elle. « Je n'ai jamais demandé de carte secondaire. Et ce fichier, je ne l'ai pas fait. Vous n'avez aucune preuve. » Nadia tendit une autre feuille. L'historique du fichier, nom d'utilisateur, clara.m, adresse IP du foyer, date de création, date de modification, 9 fois. Clara resta bouche ouverte, incapable de dire un mot. Julien se leva d'un coup, sa chaise grinçant violemment. Il me regarda enfin, longtemps, avec une expression que je n'avais plus vue depuis qu'il était adolescent, la honte. Il glissa quelques mots, presque inaudibles. « Maman, je ne savais pas. » J'ai senti Élise poser doucement sa main sur mon bras. La vérité était là, toute nue, inévitable, implacable.
Et Clara, qui croyait tenir ma vie entre ses doigts, venait de tout perdre dans un simple bureau éclairé par une lumière blanche. Le silence qui suivit fut si profond que j'entendais le bruit de mon cœur. Le monde n'avait pas encore changé, mais il avait commencé. La scène qui suivit la confrontation fut étrangement silencieuse. Pas un silence calme, un silence suspendu. Celui qui arrive juste avant qu'un monde ne s'effondre. Clara resta immobile, les yeux fixés sur le document où apparaissait son identifiant, son adresse IP, ses dates de modification. Ses lèvres tremblaient, mais aucun mot ne sortait. Julien, lui, ne regardait que moi. Et dans ses yeux, je vis quelque chose que je n'avais plus vu depuis longtemps, la vérité, nue, douloureuse, brutale. Nadia rangea lentement ses feuilles, comme pour laisser à chacun le temps de respirer. Élise, à mes côtés, gardait la main posée sur la mienne, prête à me retenir si mes jambes faiblissaient. Alors, soudain, Clara éclata. Pas en colère, pas en accusation, en larmes. Des sanglots courts, secs, presque convulsifs, comme si le masque qu'elle portait depuis des années se fissurait d'un coup. « D'accord, d'accord » cria-t-elle. « Oui, j'ai fait ça, j'ai pris la carte, j'ai pris l'argent, mais vous ne comprenez pas, je n'avais pas le choix. » Sa voix se brisait. « Tu te rends compte de ce que tu es en train d'avouer » demanda calmement maître Vidal. « Elle ne faisait rien » hurla Clara en pointant un doigt tremblant vers moi. Elle vivait là, dans notre maison, elle ne payait rien, elle coûtait cher et Julien ne disait jamais rien. J'ai dû m'occuper de tout, tout. Julien blêmit. « Clara, tu parles de ma mère ?» Elle éclata d'un rire nerveux. « Oui, ta mère, celle que tu laisses dans ma responsabilité, celle que tu refuses de voir. Elle oublie des choses, elle se perd dans la maison, elle a passé un test cognitif, coupa Élise sèchement. Elle est lucide, plus lucide que toi. » Clara s'arrêta net. Puis quelque chose en elle sembla se briser pour de bon. Elle retira ses mains de son visage, inspira profondément et d'une voix éteinte dit « Très bien. Oui, j'ai signé à sa place. Oui, j'ai pris sa pension. Oui, j'ai fait ce fichier. Et alors ?» Julien se détourna choqué. C'est là que le moment bascula. Julien s'était levé brusquement, mais cette fois, ce n'était pas pour défendre Clara. Il fit quelques pas, passa une main sur son visage, puis se tourna vers moi. « Maman », sa voix était presque un souffle. « Je suis désolé, je n'ai rien vu, rien compris. » Il secoua la tête comme s'il se dégoûtait lui-même. « Comment j'ai pu croire tout ce qu'elle disait ? Comment j'ai pu te laisser dans ce froid ? Comment j'ai pu te laisser ma femme gérer ton argent comme si ça lui appartenait ?» Je n'avais pas de réponse, je n'avais pas de force pour lui en trouver une. Alors Élise se leva et s'avança vers lui. « Julien, regarde-la. » Elle prit un objet dans son sac, une petite photo, vieille, cornée. Elle me la tendit. C'était une photo de nous quatre, prise 15 ans plus tôt, moi, Julien, Élise et mon mari, souriant chaudement, une main posée sur l'épaule de Julien. Julien posa ses yeux dessus et ses traits se décomposèrent. « Papa » murmura-t-il. Je tenais la photo entre mes doigts tremblants et une douleur douce, presque mélancolique, montant en moi. Pas une douleur de perte, une douleur de mémoire. Élise posa la main sur mon épaule. « Maman, tu n'as rien fait de mal, rien. » Julien s'approcha de moi, les yeux rouges. « Si, c'est moi qui ai failli, pas toi. » Il s'effondra à genoux devant moi, sa voix étouffée par les sanglots. « Pardonne-moi, maman, je t'en supplie, pardonne-moi. » Je posai doucement mes mains sur ses épaules. « Julien, lève-toi. » Il releva la tête, le visage marqué de honte. Je le regardais longtemps, très longtemps. Et pour la première fois depuis des années, je ne me sentais plus petite, ni invisible, ni dépendante. Je me sentais debout, vivante, libre. Clara, elle, avait cessé de pleurer. Elle regardait Julien comme si elle comprenait enfin qu'elle l'avait perdu, qu'elle nous avait perdus. Elle se leva, lentement, ramassa son sac sans un mot, puis sortit. La porte se referma dans un petit clic sec. Ce son, ce simple son, eut l'effet d'une délivrance. Julien, toujours à mes pieds, posa une main entre mon bras. « Maman,
Je sais que ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas vu, fera partie de moi toute ma vie. Mais je te promets, jamais plus je ne laisserai quelqu'un te faire du mal. Jamais. Je posais la photo sur la table. Je regardais Nadia, Élise, Maître Vidal. Et soudain, tout devint clair. Clair comme la lumière qui filtrait par la fenêtre. Clair comme un souffle que l'on reprend après trop longtemps. Je n'avais plus peur. Je n'étais plus seule. Je n'étais plus une ombre. Je pris une profonde inspiration. Et dans le silence du bureau, une seule phrase résonna en moi. Cette fois, j'étais enfin libre. 1 mois avait passé. 1 mois exactement depuis la confrontation dans le bureau de Maître Vidal, depuis les aveux de Clara, depuis que Julien avait enfin vu ce que je vivais réellement. 1 mois, et ma vie n'avait plus rien à voir. Je vivais désormais chez Élise, dans une petite chambre qu'elle avait aménagée pour moi avec un soin presque maternel, des rideaux couleur miel, une lampe en verre dépoli, un fauteuil où elle me disait souvent « Tu peux t'asseoir ici pour lire, maman, juste pour toi ». Les premiers jours, je n'arrivais pas à y croire. Je marchais dans l'appartement en touchant les murs du bout des doigts, comme pour vérifier qu'ils étaient réels, que je ne rêvais pas. Le chauffage fonctionnait toujours, le frigo était plein. Je pouvais ouvrir ce que je voulais, manger quand je voulais, dormir quand je voulais. La liberté a un parfum étrange lorsqu'on l'a perdu trop longtemps. L'état de mon corps aussi avait changé. Élise me préparait des repas complets, variés, et chaque matin, elle me tendait un verre d'eau et 2 comprimés de vitamines. « Tu reprends des couleurs, maman » disait-elle en souriant. J'avais repris 7 kilos de vie. Pendant ce temps, les choses avaient évolué du côté de Julien et Clara. Julien venait me voir chaque fin de semaine. Pas longtemps, parfois 15 minutes seulement, mais il venait, toujours seul. Il parlait peu. Il restait assis, penché vers moi comme s'il avait peur que je disparaisse si ses yeux se détournaient. Un soir, il a murmuré « J'ai déposé la demande de divorce. Je ne peux plus vivre avec quelqu'un qui a fait ça à ma famille. » Je n'avais rien dit, je lui avais seulement pris la main. Clara, elle, avait tout perdu. Elle avait été renvoyée de son entreprise, les employeurs ne voulant pas être associés à une affaire d'abus financiers. Le juge avait ordonné un remboursement intégral, en plus de sanctions civiles, même si chacun savait qu'elle mettrait des années à payer. Je n'éprouvais pas de joie malveillante, juste une paix froide, simple, comme si la justice avait remis chaque chose à sa place. Et puis, il y avait eu ce moment particulier, presque symbolique, le jour où Maître Vidal nous avait appelés. « Madame Duprey, votre maison a été officiellement transférée dans un trust sécurisé. Tout est protégé. Aucun tiers ne pourra jamais y toucher. C'est désormais Élise qui en est la seule gestionnaire. » J'avais eu les larmes aux yeux. Ce n'était pas la maison elle-même qui comptait. C'était l'idée que, pour la première fois depuis longtemps, quelque chose m'appartenait encore, que mon histoire n'était plus sous la menace de quelqu'un d'autre. Un matin, Élise m'a dit « Viens maman, on va faire quelque chose ensemble. » Elle m'a accompagnée jusqu'à un petit centre pour personnes âgées du quartier. « Ils ont besoin de bénévoles », m'a-t-elle expliqué. « Beaucoup de personnes vivent seules, parfois dans des situations qui ressemblent à ce que tu as vécu. Tu pourrais les aider, tu sais. » Je ne savais pas si j'en étais capable. Mais lorsque je suis entrée dans la salle commune, plusieurs femmes âgées ont levé la tête. Leurs yeux fatigués m'ont rappelé les miens dans le miroir il y a seulement quelques semaines. Une d'elles a murmuré « Vous êtes Madeleine, n'est-ce pas? Celle dont la fille a dénoncé les abus, j'ai vu votre histoire aux infos. » Je me suis assise près d'elle sans réfléchir. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai parlé, sans honte, sans trembler. Peut-être que ma douleur pouvait servir à autre chose qu'à me détruire. Ce soir-là, en rentrant chez Élise, j'ai ouvert la fenêtre de ma chambre. Le soleil se couchait. La lumière dorée inondait les immeubles, le sol, mes mains. Une lumière douce, chaude, presque guérisseuse. J'ai respiré profondément. Puis j'ai murmuré « Je suis encore là, je suis debout, et cette fois, c'est moi qui choisis la suite. » Je refermais la fenêtre doucement, la vie reprenait, une page se tournait, et une autre, enfin, commençait. Avez-vous déjà vécu une injustice silencieuse, une situation où vous auriez voulu être entendu, compris? Racontez-moi en commentaire. Chaque témoignage compte, chaque mot peut aider quelqu'un d'autre à trouver du courage. Si cette histoire vous a apporté un peu de force, un peu d'espoir ou simplement un moment de réconfort,
pensez à laisser un like. C'est un petit geste pour vous, mais un immense soutien pour moi. Et si vous aimez les histoires vraies, humaines, profondes, des histoires qui parlent de résilience, de confiance retrouvée et de vérité qui finit toujours par éclore, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Cela m'aide énormément à continuer à partager ces récits et à toucher chaque jour de nouvelles personnes qui en ont besoin.